comme on a tendance à faire l'autruche, en tout cas, moi, c'est ma manière de. Tu sais que quand tu es chef d'entreprise, bah, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des très hauts, tu as des très bas. Je me suis rendu compte que j'essayais de sauver quelque chose que je ne pouvais pas sauver. Bienvenue dans Oser réussir, le podcast qui décrypte pour vous les coulisses de la réussite entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous sommes avec Elodie, gérante de Cataneo, une société d'investissement immobilière clé en main basée en région lyonnaise. Partie de rien il y a 3 ans, après 2 burn-out dans le salariat, elle décide de se lancer dans une franchise, la franchise Cataneo. Aujourd'hui, elle gère de nombreuses entreprises et surtout, c'est un message d'espoir, d'inspiration pour montrer un nouveau paradigme dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez bâtir des empires, bâtir des sociétés, vivre vos ambitions, même en tant que femme, et surtout en tant que femme, sans renoncer à votre vie de maman, votre vie personnelle. Les amis, installez-vous bien, l'épisode commence maintenant. Salut Elodie, Hello Alexis, comment vas-tu? ça va très bien. Et toi? Très bien. Bon, pour tout le monde, il y en a qui ont l'habitude de moi. Pour la petite blague, en fait, ça fait une demi-heure qu'on discute avec Elodie en off. C'est clair. On n'a Et pas qu'à un vu le moment temps donné, on s'est dit, passer. ah, je crois qu'il faut qu'on fasse l'interview. Viens, on passe même l'interview. J'ai l'habitude pendant le podcast de présenter les gens en une seule phrase et après de donner l'exercice, le même exercice à la personne qui était avec moi, donc en une seule phrase. Moi, si je devais présenter Elodie, je dirais quoi? Alors, Elodie, c'est une force de la nature, avec une âme sensible, qui est capable de déplacer des montagnes tout en emmenant tout le monde avec elle. Mhm. Voilà, c'est comme ça que moi je te présenterai. Bon, je te connais bien aussi, très très bien. On a pas mal discuté par le passé ensemble, on a même travaillé ensemble, mais voilà ce que je vois lorsque je te canalise directement. Est-ce que toi, tu pourrais nous faire le même exercice pour toi en une seule phrase? Comment tu pourrais te présenter aux gens? Déjà, merci pour ta présentation qui me touche. Avec plaisir. Euh, je pense que je pourrais dire que je suis quelqu'un d'ambitieuse qui a envie de faire grand euh, et qui parfois a des doutes, a des craintes, a des peurs qui du coup fait que je vais être prendre un peu plus de temps pour faire les choses, mais je vais y aller à mon rythme avec mes valeurs, avec ce que je ressens et je vais toujours aller chercher de l'aide quand j'en ai besoin. Ah, c'est vrai ça. Ah, c'est Hmm. vrai. Je te retrouve bien là-dedans. Euh, pour le début de ce podcast, j'avais envie de... Déjà, j'ai une question. Ça fait combien de temps que tu es chef d'entreprise? Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Ok. Dans ce podcast-là, on découvre les coulisses, des personnes qui ont des gros business et des business moins importants, mais surtout aussi parfois pour permettre aux gens d'oser réussir à leur manière. Donc ça fait un peu plus de 3 ans que tu es chef d'entreprise. Tu as toujours pensé que tu serais chef d'entreprise un jour? Oui, mais pas si vite. Ok, Je m'imaginais plus vers mes 40 ans, une fois que j'étais déjà maman. Voilà, je l'imaginais pas au moment où je l'ai fait. ok. Donc tu t'imaginais vers 40 ans, sans indiscrétion, désolé pour toutes les femmes qui vont écouter ce podcast. Quel âge as-tu? J'ai 31 ans. 31 ans. Donc tu as commencé à 28, c'est ça? Ouais, 27, Ok. 28, ouais. Mm. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé bah alors, du salariat, en tout cas, et au chef d'entreprise. Le vrai déclencheur, ça a été le burn-out que j'ai fait quand j'étais salariée. Ok, Et quand j'ai décidé de me reconstruire, je me suis rendu compte à quel point j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, mais au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, plutôt que de faire ça pour quelqu'un d'autre, je vais faire ça pour moi. Et je vais me lancer et j'ai décidé de me lancer en franchise pour justement avoir mon gilet de sauvetage. ok. Mais en tout cas, je me suis lancée de cette manière-là. Ça, c'est cool. J'aime bien parce que tu abordes un sujet qui est assez intéressant, que je n'avais pas encore eu dans le podcast, c'est que toi, tu es lancé en franchise. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le fait de te lancer en franchise?
En fait, au moment où je me suis lancée, j'avais pas suffisamment confiance en moi pour y aller seule. Ok. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin d'avoir une structure, j'ai besoin d'avoir quelque chose, une recette qui fonctionne. Et moi, je sais que j'arriverai à appliquer une recette qui fonctionne, parce que ça, c'est ce que je sais faire. Donc, je vais aller chercher cette recette qui fonctionne. Je vais pas partir de rien. Je vais partir d'une marque qui existe, d'une structure, d'outils, et je vais pas partir toute seule. Donc, c'est ce qui m'a rassurée et c'est ce qui m'a permis de me lancer. Parce que si j'y étais allée sans, je ne pense pas que j'y serais allée, en fait, justement. Ah ouais? Ouais, au C'est moment intéressant où j'ai pris ça. cette décision. Et au moment, il y a eu un laps de temps entre le moment où tu prends la décision de te mettre dans l'entrepreneuriat et donc du coup te franchiser et le moment où tu crées ta société. En fait, j'ai fait mon premier burn-out, je pense que c'était en juin, un truc comme ça. Et en août, je faisais le rendez-vous avec le franchisé, enfin avec le franchiseur. Ok, Et je donc suis attends, partie de juin tu fais le l'entreprise burn-out. qu'en décembre. Ok, Donc en fait, dès mon premier burn-out, je me suis déjà mise en mode solution. Il faut que je trouve autre chose. Et je me suis déjà tournée vers les personnes. En fait, j'ai contacté dans mon réseau les personnes qui étaient dans l'immobilier parce que j'avais envie de me tourner dans l'immobilier. Et j'ai co-construit ce projet avec du coup Pierre en août. Et j'ai quitté l'entreprise qu'en décembre. ok. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a un laps de temps entre août et décembre? Bah, parce que déjà, j'avais une fonction de cadre et du coup, je ne pouvais pas partir comme ça, que je suis Ok, une personne qui ne laisse pas... en fait, même si ça s'est pas bien passé dans mon entreprise sur la fin, j'appréciais énormément mon responsable, un des deux dirigeants. Et en fait, je ne voulais pas laisser en chantier mon poste. Et donc, du coup, j'ai fait les choses bien. Je suis partie d'une manière où je n'ai pas honte et en bon terme avec tout le monde. Et j'avais envie de clôturer correctement cette aventure dans laquelle j'étais quand même restée pendant 5 ans. Voilà. ok, Donc, j'ai pris le temps de finir correctement les choses pour du coup passer à l'aventure suivante. ok. Comment tu l'as vécu cette phase-là de d'août à décembre où tu as fait le choix de clôturer les choses correctement? Il y a eu un deuxième burn-out en septembre, je crois. Ah ouais, Parce que justement, j'ai commencé à dire ce que je ressentais et dire de toute façon, j'avais plus rien à perdre. Donc, j'ai pris, je me rappelle, les deux dirigeants en disant, il faut que je vous parle, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait mon burn-out. Et je vais être très factuelle. Donc, je les ai pris tous les deux, j'ai balancé pourquoi j'avais fait mon burn-out. Et en fait, il y en a un qui l'a très bien pris et l'autre qui m'a pris, qui n'a pas du tout apprécié la démarche. Et donc, du coup, il y a eu un autre épisode pas sympa qui fait que je suis repartie pendant, je crois, j'ai dû partir pendant un mois et demi. Et après, je suis revenue en disant, je ne reviendrai pas, je reviens pour trouver ma remplaçante, pour former ma remplaçante et pour pouvoir partir. ok, Voilà, donc je l'ai vécu, on va dire, mal quand ça m'est tombé dessus. Le deuxième, il était vraiment violent. Euh, mais après, quand je suis revenue, j'étais tellement alignée avec ma décision qu'il n'y avait plus rien qui pouvait me faire revenir en arrière. Bien qu'on a qu'est-ce qui essayé fait que de tu étais garder. aligné? Qu'est-ce qui fait que tu étais aligné avec cette décision? Hum, je me suis rendu compte que j'essayais de sauver quelque chose que je ne pouvais pas sauver. Je me suis rendu compte que toute l'énergie que je mettais dans cette entreprise, je n'avais pas les rênes pour que ça aille là où j'ai envie que ça aille. Ok, Et donc, du coup, comme j'étais pas dirigeante et que dans tous les cas, même si j'avais mes idées et que j'avais envie de faire les choses bien, bah, c'était pas moi qui avais la décision finale sur la prise de décision, quoi, sur tout ce qui se passait dans l'entreprise. Donc, j'ai compris ça et je me suis dit, en fait, ça sert à rien, je me bats pour rien, je mets de l'énergie pour rien, j'essaie de sauver cette entreprise alors que c'est pas la mienne. Donc, je vais aller mettre cette force et cette énergie que j'ai pour moi. ok. Donc, décembre, tu quittes la boîte. Ouais. Tu crées immédiatement la tienne. Il y a eu un laps de temps ou...
On a mis du temps à se mettre d'accord sur le contrat de franchise parce que du coup, j'étais la première franchisée. C'était vraiment Ok, un projet qu'on a co-construit. Donc, le projet, j'ai commencé à vendre des projets, j'avais pas encore mon entreprise. d'accord. Et donc, j'ai eu mon entreprise en juin, je crois. Le temps de se mettre Ok. d'accord sur le contrat de franchise, d'ouvrir la boîte, d'avoir mon prêt, tout ça. Juste pour comprendre à peu près la démarche et ce que tu as fait, c'est en gros, tu es allé voir en août ton futur franchiseur Ouais. qui était dans le monde de l'immobilier. Est-ce qu'il avait déjà l'idée de franchiser ou est-ce que tu lui as proposé? En fait, je suis allée le voir en disant, voilà, je te propose deux choses, voilà où je suis bonne. Moi, je sais développer une entreprise. Donc, je suis en mesure de développer soit l'international et aller chercher du coup des expatriés, parce que du coup, c'est ce que je faisais dans ma précédente entreprise. Soit j'ai envie de vivre dans le Beaujolais, donc je te propose de monter ta boîte dans le Beaujolais. Et lui, il m'a dit, les expats, ça m'intéresse pas. En tout cas, pas de cette manière-là. Donc, je suis chaud pour que tu montes ta boîte. Par contre, enfin, que tu montes la structure. Par contre, je veux pas de salariés, donc ça sera sous format franchise. Et voilà. Ok, Et c'est comme ça qu'on a co-construit le projet. ok. C'est facile ou pas? Non, c'est pas facile parce que c'est quand même. Moi, j'étais commercial export dans le médical. Je suis partie ouvrir une agence immobilière. Donc, non, c'est pas facile. J'avais de l'expérience parce que j'avais fait deux projets immobiliers, mais faire un projet à titre personnel, c'est pas ouvrir une agence immobilière. Donc, euh, donc non, c'est pas facile. Je suis arrivée dans une ville où je connaissais au final peu de monde. Donc, j'ai tout créé. Je suis allée faire mon réseau. Et c'est long. C'est long de créer tout ça. Mais par contre, l'avantage que j'avais, c'est que je ne suis pas partie de rien. J'avais des choses à montrer puisque la boîte existait, même si ce n'était pas la mienne. Mais en tout cas, il y avait des choses qui avaient déjà été faites. J'avais des références, j'avais des chiffres. Et j'ai eu aussi pas mal de contacts qui venaient de la franchise au début, qui m'ont permis aussi d'avoir mes premiers clients. Donc, disons que ça a permis de mettre un coup d'accélérateur à cette création d'entreprise et de me rassurer aussi sur le fait que j'étais sur la bonne voie. Parce que quand on a des réussites assez rapidement, mon premier contrat, je l'ai vendu en mars. Je venais d'ouvrir en décembre, donc en 3 mois, j'avais déjà vendu un contrat à un client, donc c'était chouette, quoi. L'aventure pouvait commencer. C'est marrant que tu dises ça comme ça parce que aujourd'hui, on est dans une ère, notamment pour tout ce qui est en ligne, tout ce qui est boutique et boîte physique, c'est un peu différent, mais tu ouvres en décembre, tu vends ton premier en mars, il y a beaucoup de personnes qui auraient arrêté. En disant c'est trop lent en fait. Comment ça Bah, se fait que toi, tu as pensé autrement? parce que déjà, je vendais pas des baguettes de pain, je vendais des Qu'est-ce que produits. tu vends d'ailleurs aujourd'hui? Donc, j'ai une entreprise qui est spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. Donc, ce que je vends, c'est des projets d'investissement à des clients qui veulent investir, qui n'ont rien envie de faire. Ce que je leur vends, c'est juste une lettre de mission. On se met d'accord sur un cahier des charges, un budget, une rentabilité, un secteur. Et ensuite, nous, on fait tout à la place du client. On chasse le bien, on fait des travaux. Et ensuite, on gère même la gestion locative en interne. Donc, quand j'ai dit j'ai fait ma première vente, c'est que j'ai vendu un contrat qui devait être à 7 000 € TTC pour du coup faire un clé en main, donc de la recherche jusqu'à le bien, il est prêt à être mis en location pour ce client. Et voilà, c'était en même temps 7 000 €. On peut se dire aujourd'hui, je vends des contrats bien plus importants parce qu'aujourd'hui, je me suis diversifiée, je fais aussi des plateaux, des immeubles. Donc, on peut se dire 7 000 €, c'est pas un gros chiffre. Mais pour Mhm. moi, c'était déjà beaucoup au moment où j'ai vendu, de me dire j'ai vendu un contrat de 7 000 € en premier contrat. C'était chouette. Mais du coup, 3 mois pour toi, c'était correct en termes de temps pour faire ton premier contrat? Oui, parce que j'avais pas d'expérience et que j'ai en fait ces 3 mois, ils m'ont servi à faire mon étude de marché, à être en mesure de pouvoir faire une présentation commerciale. Il y a aussi toute une partie financière où il faut que je sois en mesure d'expliquer la partie technique aux clients. Euh, et puis rassurer sur le secteur qu'ils ne connaissaient pas forcément. Là, ce client-là, en l'occurrence, c'est un client qui vit à Paris. Donc, il fallait quand même le rassurer sur une ville de l'agglomération lyonnaise qu'il ne connaissait pas. Voilà, donc moi, j'ai trouvé ça même rapide au moment où j'ai fait mes premiers rendez-vous commerciaux en mars, en me disant, oh là là, je me lance dans le grand bain, je vends quelque chose que
en fait, au début, les premiers contrats qu'on vend, euh, on n'a pas d'expérience et on va pas dire au client, alors j'en ai jamais fait, t'es mon client cobaye, quoi. Ouais. Donc c'est sûr que ça fait peur. Et d'ailleurs, ce client-là, le premier que j'ai vendu, je me suis d'ailleurs trompée sur sa lettre de mission parce que j'ai jamais réussi à trouver ce que je lui avais vendu. J'ai refait sa lettre de mission 6 mois après en lui disant j'y arrive pas. Et il m'a suivi, il m'a dit ok, pas de souci, je vous suis et on a ajusté. Et ce client, son bien, il doit être loué depuis 1 an et demi maintenant. Voilà. Mais Ok. j'ai commencé en faisant une erreur, mais j'ai commencé et le client m'a suivi. Comment on, comment on tient malgré la pression alors qu'on vient de sortir de deux burn-out en l'espace de 6 mois, qu'on se lance dans l'aventure entrepreneuriale qui a une certaine charge mentale quand même, euh, avec une lettre de mission qu'on doit modifier parce qu'on ne trouve pas le bien qu'on veut. Comment on gère ça? On gère étape par étape. En fait, je pense que j'y suis allée à mon rythme. Au début, je me suis pas mis trop de pression et l'avantage de mon business model aussi fait qu'au début, on n'a pas trop de charge de travail. Parce que Ok. quand j'ai commencé, bah, en fait, je faisais que du commercial. Donc, j'avais pas encore de projet à suivre, j'avais pas encore de travaux à suivre, j'avais pas encore de gestion locative. C'est après, quand les projets, ils me mettent à peu près 10 mois à sortir, bah, quand on en est à 6 8 mois, qu'on a plusieurs projets en même temps, c'est là que ça devient compliqué à gérer la pression. Et c'est là où justement il y a eu des décisions de délégués qui ont dû être prises. Hmm. Mais au début, ça allait. Au début, en plus, je me suis vraiment respectée. J'ai gardé mes temps de yoga, de sport, mes week-ends, parce que je pouvais vraiment me le permettre. C'est après quand ça s'est amplifié où là, j'ai senti que cet équilibre-là, je l'avais déjà perdu une fois, je voulais plus le reperdre. Donc, j'ai trouvé les solutions pour pouvoir garder mon équilibre vie pro, vie perso qui fait que j'arrive à avoir l'énergie pour l'entreprise aujourd'hui en allant chercher du coup des aides extérieures. Donc, des salariés, des coachs pour m'aider à prendre des décisions qui me semblaient difficiles. Voilà. Ok. C'est marrant parce que du coup, on pense à toi il y a 3 ans. Il y a Mm. quasiment, pas dire jour pour jour, mais on est en mars 2025. Donc si Oui, c'était il y a 3 ans, ça fait mars, ça fait donc exactement 3 ans. Tu oui. faisais ta première vente à 7 000 euros, c'était déjà dingue. Tout à l'heure, on a eu une discussion sur le prévisionnel de cette année, qui est dingue aussi, pour t'avoir bien te connaître. Euh, comment t'es passé de cette petite Élodie qui fait sa première vente en mars, donc du coup 2022, Ouais, ça doit être ça. et 23, ouais, c'est ça, à la 2022. Élodie aujourd'hui, qui a donc sa société. Vous êtes combien aujourd'hui dans la société? On est cinq. Ok, On est vous êtes cinq 5. dans cette société-là. Et puis après, Ok, bah, j'ai une autre société commerciale, une SCI, une holding. Voilà, donc ça a bien ok. grossi. Euh, comment tu l'as vécu le fait de grossir comme ça? Parce qu'il y a des personnes à qui ça fait peur de recruter, ça fait peur de grossir aussi. Euh, comment tu l'as vécu pour passer de la Élodie que tu étais à l'époque à la Élodie que tu es aujourd'hui? Je me suis fait systématiquement accompagner à chaque plafond de verre que j'ai eu. Ok, tu pourrais en dire plus sur la dimension de tes plafonds de verre? Bah, le premier plafond de verre, ça a été de prendre quelqu'un pour m'aider. Donc, ça a été d'abord un stagiaire qui est devenu ensuite mon Ok, alternant. Et en fait, ce qui me faisait peur, c'est que quand on doit prendre ce genre de décision, les voyants financiers ne sont pas forcément verts au moment où on prend la décision. Mais en fait, on est obligé de prendre cette décision pour que les voyants financiers deviennent verts. ok, Là, en l'occurrence, j'avais tellement de temps opérationnel que je n'avais plus le temps de faire du commercial. Donc, si j'ai plus le temps de faire du commercial, ma boîte demain, elle meurt. Donc, il fallait en prendre conscience pour garder le niveau de qualité que je voulais pour mes projets, pour continuer à avoir aussi du temps pour faire du commercial. Et comme ça fait peur de prendre cette décision, comme on a tendance à faire l'autruche, en tout cas moi c'est ma manière de fonctionner, c'est-à-dire ça me fait hmm, peur, ok, surtout je vais surtout pas poser les chiffres, je vais pas faire ce qu'il faut et je vais attendre de voir que ça passe jusqu'au moment où c'est
impossible à gérer. Et on se met dans le rouge et on se dit, bah, c'est soit j'arrête tout, soit je prends une décision difficile. Ok. Et donc, c'est là où j'allais chercher systématiquement des coachs. Donc, toi, tu m'as accompagné il y a 2 ans maintenant. Donc, tu étais un tournant de l'entreprise, justement, au moment où j'ai commencé à apprendre du monde. Mhm. Je me suis fait accompagner avant et après toi sur d'autres sujets. Ouais. Et pour moi, c'est indispensable de reconnaître les plafonds de verre qu'on a, de se rendre compte qu'on va dans le mur et d'aller chercher l'aide pour ne plus aller dans le mur. Et tu pourrais nous... Là, tu as partagé un premier plafond de verre qui était le recrutement du stagiaire passé après l'alternant. C'est quoi les autres plafonds de verre que tu as rencontrés? Virer quelqu'un, Virer quelqu'un. Ok. ouais. Avoir des discussions compliquées avec le franchiseur, assumer des décisions, dire que je n'étais pas d'accord, rester en phase avec mes valeurs, avec mon équilibre, avec en fait, sortir de tout ce qu'on nous dit et arriver à se dire, en fait, OK, j'entends ce que tu me dis, mais c'est pas moi, c'est pas la boîte que je veux avoir, c'est pas la direction que je veux prendre. Et parfois, quand on doute, quand ça va pas, quand on a du mal à faire du chiffre parce que c'est pas une bonne période, bah en fait, du coup, on n'a plus confiance en nous et c'est là où, en fait, on prend des mauvaises décisions. Et c'était ça, mes plafonds de verre, c'était que j'arrivais à prendre des mauvaises décisions et parce que j'écoutais les autres, parce que j'avais pas la force de virer quelqu'un, parce que j'avais l'impression que je virais une personne alors qu'en fait je prenais une décision pour une entreprise et pour la pérennité de l'entreprise. Donc vraiment dissocier le côté émotionnel du rationnel et voilà, c'est pas parce que la personne je l'apprécie pas, c'est parce que la personne aujourd'hui elle va plus dans la bonne direction pour mon entreprise, parce que l'entreprise a grossi et que les données d'entrée ne sont plus les mêmes. Mais ça, c'était difficile pour moi de comprendre ça. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus en phase. Et là encore, cette semaine, j'ai eu une réussite où en fait, il y avait des clients sur un projet où on a une difficulté sur un projet. Et en fait, j'étais pas d'accord avec mes clients. J'étais pas d'accord avec la décision qu'ils voulaient prendre et j'avais pas envie de les soutenir dans cette décision parce que j'étais pas alignée avec cette décision. Et là, Elodie, il y Mhm. a un an, bah, je pense qu'elle n'aurait pas pris la décision que j'ai prise aujourd'hui, c'est-à-dire de dire à mes clients, écoutez, je suis pas alignée avec vous. Je vous explique pourquoi je suis pas alignée. Du coup, je vais pas vous suivre. Et mes clients Ok. m'ont répondu, OK, je comprends, il n'y a pas de souci. Et en Et fait, c'est là cette quoi? décision, là, d'Élodie, il y a un an, elle aurait été incapable de dire à ses clients, je suis pas d'accord avec vous. C'est là que dans la décision, même si on va pas rentrer dans les détails, mais c'est là que vous avez arrêté le deal, vous avez arrêté le contrat, ou est-ce que vous avez pris un tournant dans la mission? Qu'est-ce qui s'est passé là? Euh, En fait, il y a mes clients qui sont pas contents et qui souhaitent attaquer le vendeur. Et D'accord, ok. moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on attaque le vendeur parce que selon moi, c'est pas justifié, c'est pas Bien juste en sûr. fait leur décision. Donc, du coup, dans le cadre du contrat, je suis censée les suivre puisque c'est leur projet. Je suis censée aller au bout du projet avec eux Bien et sûr. euh, bah, moteur sur tout le projet. Mais sauf que là, en fait, je suis pas alignée avec leurs décisions. Du coup, je leur ai expliqué que j'étais pas alignée et pourquoi. Et ils ont dit, OK, il n'y a pas de souci, on prend le relais. D'accord, ok. Mais c'est dingue parce que là, une partie que j'adore, c'est aller voir les coulisses, mais Ouais. c'est là, en gros, tu prends conscience que dans ton parcours entrepreneurial, la personne que tu étais il y a un an n'aurait pas fait ça. Et tout ce que tu as fait déjà, et tout ce que tu as vécu en tant qu'entrepreneur, hein, les coachs, ils sont là pour t'aider, mais c'est ton vécu qui te fait que tu avances. Aujourd'hui, maintenant, tu as la solidité et le fait de t'honorer qui fait que tu te dis, bah, ok, je, je vais leur expliquer pourquoi, je vais prendre Mm. position pour moi et pour ma société, sans que ce soit contre les clients, en fait. C'est juste, j'expose Exactement. le truc. En quoi c'était dur de le faire en quoi ça aurait été dur de le faire il y a un an? Bah parce que, en fait, j'ai toujours peur que on me juge et qu'on juge la qualité de mon travail. Et en fait, ce que je me serais dit il y a un an, c'est, en fait, on va pas m'aimer. On va dire que Élodie, elle fait pas bien son travail. On va dire que l'entreprise ne tient pas ses missions. Je me serais fait tout un tas de scénarios et de films dans ma tête
Alors qu'au final, bah, j'aurais pas été alignée avec cette décision et ça m'aurait empêché de dormir et voilà, je n'aurais pas été bien. Et au final, plus j'avance et plus je me rends compte que ces scénarios, en fait, ils existent que dans ma tête et qu'au final, quand on explique clairement aux personnes une décision, alors ça peut toujours arriver qu'il y ait des personnes qui vont pas bien réagir. Mais là, en l'occurrence, tous les scénarios que j'aurais pu me faire dans ma tête étaient négatifs. Et là, au final, l'issue est positive, puisqu'en fait, mes clients, ils m'en veulent pas. Ils remettent pas en question mon professionnalisme, le professionnalisme de mon entreprise. Et au final, ils avancent et ils comprennent ma décision. Hmm. Donc, en fait, plus on est aligné et plus on est en mesure d'expliquer, je pense, et plus nos décisions peuvent être entendues par les personnes qui nous entourent quand on n'est pas d'accord. Ok. Ça, c'est cool de voir ça. Alexis se rend compte du chemin que j'ai fait. Non, mais un petit peu, mais je savais que ça avait évolué. Ce qui est pratique avec les personnes que j'accompagne, c'est que j'ai toujours un lien avec eux. Je prends toujours des nouvelles, même si on a arrêté de travailler ensemble. C'est vrai. Parce que moi, je sais que pour moi, un coaching, c'est pas juste un client. C'est tout un parcours qui dure longtemps. Et là, tu nous as parlé de. Du coup, c'était pas une galère, mais c'était une prise de position de ta part. En Ouais. 3 ans, je sais qu'il y en a. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Il y a des moments où tu as vécu des échecs, ou des gros doutes, ou des. Est-ce que tu as un moment, tiens, dans tes 3 ans, notamment on va dire au début, après on va essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres après, même si je sais qu'il y en a quelques-uns. Dans tes débuts, je sais pas, ta première année, tu t'es dit, j'arrête tout. Soit tu t'es dit, je me retourne au salariat, t'aimerais, mais tu t'es dit, c'est bon, j'arrête tout, j'ai tenté, c'est pas fait pour moi en fait. Ouais, bah, le premier J'arrête tout, il était au tout début, j'avais même pas commencé. J'avais reçu le premier contrat de franchise, j'étais absolument alignée avec rien du tout. Et je me suis dit, en fait, non, c'est bon, j'arrête tout. Et, ok. Par exemple. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Bah, en fait, je me suis dit, bah, il est en train de se foutre de ma tête, il essaye de m'avoir. Alors qu'en fait, dans un contrat, on est deux parties. Et donc, le jeu, c'est que chacun défende ses intérêts. Donc, en fait, lui, il m'a fait une proposition, mais forcément, il allait mettre une proposition qui défendait ses intérêts, puisque c'était lui qui m'avait fait la proposition. Libre Hmm. à moi ensuite de défendre mes propres intérêts dans la deuxième version. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait, on a co-construit le contrat. Mais sauf que moi, je me suis tout de suite braquée en me disant, ah non, mais en fait, du coup, ça va pas, la version 1 ne va pas, donc du coup, il n'y a rien qui va. Et comment tu t'en es sorti de ça? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans, il y a une société qui grandit, qui a une très très belle croissance, et pour ce que je vois de toi, ça va continuer. Hmm. Euh, Comment tu t'en es sorti de ce premier moment où tu t'es dit, bon, bah, en fait, j'arrête tout, bah, en fait, je continue et je co-construis avec lui. Bah, j'ai communiqué. En fait, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, une fois que j'étais redescendue, bien évidemment, de mes émotions, mais je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, le contrat, il me va absolument pas. Je me sens même très mal à l'aise vis-à-vis de ce contrat où je me sens vraiment lésée. Comment on fait? Et là, lui, sa réponse a été, bah, écoute, c'était pas du tout mon objectif. Je t'avoue que je suis dans le jus et que du coup, c'est l'avocat qui l'a fait, je l'ai lu en diagonale. Donc, je te propose que tu me fasses une version 2 avec tout ce que tu souhaites et on en parle ensuite. Ok. Et est-ce que la Voilà. Élodie de 6 mois avant cet événement-là, elle se serait permis de faire ça? Je sais pas. Peut-être pas, peut-être. C'est juste que il faut quand même être bien psychologiquement pour arriver à exprimer les choses. Parce que quand on n'est pas bien, on a du mal déjà à dire les choses. Hmm. On va peut-être se braquer ou, par exemple, si je l'avais appelé en l'insultant, bah en fait, il n'y aurait peut-être pas eu d'échange. Si je lui avais dit, de toute façon, ton truc, c'est pourri, jamais je me lance avec toi, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'échange. Donc en fait, il faut déjà arriver, c'est pour ça que je dis, j'ai attendu de redescendre. Et c'est ce que j'apprends aussi, c'est, bah voilà, il y a des moments où on a du mal à contrôler nos émotions dans l'entrepreneuriat, parce que c'est les montagnes russes. Et ben, c'est juste qu'il faut attendre d'être en mesure de communiquer, de prendre une décision
pour pouvoir du coup avancer correctement. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste attendu. Et puis après, je suis allée communiquer avec lui quand j'étais en mesure de le faire. Ok, qu'est-ce que ça a changé? Chez Tout, toi, tiens, chez toi intérieurement et dans ton business, qu'est-ce que ça a changé d'avoir fait ce premier truc-là? bah, ça m'apaise. En fait, quand, quand je réagis à chaud, je vais pas être en phase avec ce que je vais dire. Parce qu'en fait, mes mots vont aller au-delà de mes pensées. Mes émotions vont me faire mal agir, mal réagir. Et je vais quitter la sphère rationnelle pour aller que dans l'émotionnel. Et en arrivant à prendre du recul et en analysant les situations, on est du coup bien plus en phase avec soi-même. Et en fait, moi, ce qui me dérangeait dans ces périodes-là, quand j'étais énervée ou sous émotion, c'est qu'en fait, au final, je disais pas ce que j'avais envie de dire. Et j'arrivais pas à communiquer avec la personne. Et ça faisait juste des discours de sourds. Parce qu'au final, on part sur des choses qui ne règlent pas le fond du problème. Donc, quand on y va d'une manière apaisée, où on parle des choses et on y va en mode solution, pas en mode juste, voilà ce qui va pas et j'attends que tu changes tout ce que tu as à changer. C'est, voilà ce qui va pas, je suis proactive, voilà ce que je te propose en face. Et du coup, bah, on est dans une co-construction. Et ça fonctionne avec tout le monde. Ça fonctionne avec les clients, ça fonctionne avec le collaborateur, ça fonctionne avec les partenaires, ça fonctionne dans son couple. Ça fonctionne tout le temps pareil. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on n'avance pas, je pense. Ou on avance mal. Mais en tout cas, moi, c'était pas ma manière de fonctionner pour avancer. Ce qui est inspirant dans ton parcours, en tout cas dans ce que tu partages, et je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes qui ont l'impression de devoir de faire d'une certaine manière pour réussir, c'est que toi, il y a un mot d'ordre, et je sais qu'on en avait déjà beaucoup discuté à l'époque, il y a un an et demi, c'était que, bah, toi, ce qui est important, c'est que ça respecte tes valeurs, ça respecte ce que tu as envie de vivre. C'est-à-dire que c'est c'est pas je veux faire du business pour faire du business, c'est je veux faire du business, mais attention, je veux pas faire du business comme on va me l'imposer. Je veux faire du Oui, business, par contre, je veux que ça respecte ma santé, mes valeurs, ma vie privée aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as une croissance assez cool, on va dire assez dingue, par rapport à ton secteur. Tu es, quand même en grande avancée, et ce n'est que le début. Et, euh, et tu respectes quand même tes temps de sport, tes temps de bien-être, de stratégie, de réseau, de vie privée, parce qu'il y a quand même de très très beaux événements qui arrivent dans cette année, tout en bâtissant un business qui est assez florissant, quoi. Moi, je trouve que c'est un message fort pour les entrepreneurs aujourd'hui. Peu importe si vous êtes en lancement, si vous êtes déjà bien lancé, si vous avez des business même qui font peut-être 1 million par an, vous pouvez avoir un business qui a une très forte croissance, une belle croissance, tout en ayant du temps pour vous, en respectant vos valeurs et en ayant une véritable vie privée. oui, Et je trouve ça assez dingue. Enfin, pas dingue de mon côté, parce que moi, c'est aussi mon quotidien, mais il y a beaucoup de personnes qui comment dire, qui mettent un peu de côté, on va dire, leurs valeurs ou leur vie privée, leur santé, en se disant non, mais c'est ça le game. Toi, tu es juste en train de nous montrer que non, le game, c'est le game que toi, tu as créé. Qui exactement. n'empêche pas d'ailleurs la croissance. Oui. Et en fait, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que si mes équipes sont pas en phase avec moi, c'est qu'elles ont rien à faire dans l'entreprise. Tu peux nous en dire plus là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui recrutent ou qui ont peur de lâcher les gens. Hmm, Parce que ça arrive dans le phase de recrutement, et on recrute des gens à un instant T qui représentent une vision. Donc les gens adhèrent à une certaine vision, mais avec la croissance, la vision, elle ne change pas forcément, mais la grosseur, l'amplitude, la vitesse changent. Et il y a des gens, des fois, qui ne veulent pas ça. c'est Tu peux nous ça. en dire plus là-dessus? Bah, en fait, je suis de plus en plus transparente avec mes équipes.
Ok. Et je vais faire des réunions mensuelles où je vais annoncer les chiffres, je vais annoncer l'objectif de l'entreprise, comment on va le faire. Vraiment, on va aller dans le détail de qui joue quel rôle pour atteindre cette croissance et pour atteindre l'objectif. Puis, c'est pas des petits objectifs, c'est on fait x2 sur le chiffre d'affaires. Donc forcément, si je leur annonce juste le Ouais. chiffre, ça fait peur. Par contre, si je leur explique, voilà comment on arrive à ce chiffre, voilà quel est votre rôle à chacun, c'est OK. Et en fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai mis en place des points management avec mes équipes. Donc, pour suivre justement tout ça, leur demander toutes les 2 semaines comment ça va. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que, il y a des choses que vous ne comprenez pas? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous vont pas? Et si on me dit que ça va pas, bah, je vais lui expliquer que moi, la vision de l'entreprise, c'est celle-ci. Et qu'en fait, si jamais ça ne convient pas, je ne changerai pas la vision de l'entreprise. Donc après, il y aura une décision. C'est soit toi, ça te convient et on arrive à trouver quelque chose qui puisse faire en sorte que on ajuste tes missions, on ajuste pour que tu ailles dans la même direction que l'entreprise. Soit il faut que tu trouves une autre entreprise qui corresponde à ce que tu as envie de faire. Mais c'est pas contre la personne, c'est pour elle, c'est pour son bien. C'est que l'entreprise, dans tous les cas, c'est un wagon. Donc en fait, il faut aller dans la direction que le dirigeant il a choisi. Le dirigeant, il dirige, il mène, il emmène vers sa vision. Si tu n'es pas aligné avec ma vision, bah en fait, tu vas pas passer un bon moment dans l'entreprise. Tu n'auras pas envie de te lever le matin, tu ne seras pas en phase avec ce que j'ai envie de faire et tu n'auras aucun intérêt à rester ici. Donc, va trouver l'entreprise qui correspond à tes valeurs, qui correspond à la vision que toi, tu as. Et en fait, c'est faire comprendre ça à ces équipes. Et, et en fait, enfin, je trouve que les gens comprennent. Ok. Ça, c'est super intéressant. C'est là que on pourrait se dire de l'extérieur, ah, mais je suis pas sûr que les gens ils comprennent, ils vont mal le prendre et tout. Et toi, de ton vécu, les gens comprennent en fait. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas une décision personnelle, c'est pas contre la personne. C'est voilà l'entreprise où elle va. Donc en fait, voilà la manière dont ça va aller. Et la personne, enfin, si elle a envie de faire comme elle a envie, il faut qu'elle crée sa boîte. Si elle a envie d'être dans une boîte où elle se sent bien, parce que du coup ça convient à ce qu'on fait, bah du coup, tu es peut-être au bon endroit ou alors t'es pas au bon endroit. Mais en tout cas, si toi tu veux Ok. faire comme tu as envie, de la manière dont tu as envie, il faut que tu crées ta boîte. Pas mal. Et du coup, dans ton parcours, on a partagé un premier moment difficile au tout début. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, alors que ta boîte tournait, hein, j'arrête tout, j'en ai marre. Oh, mais il y a une fois par an où je dis j'arrête tout, j'en ai marre, moi. Toujours au mois d'octobre-novembre. Fin d'année, j'appelle Alexis. Alexis, ça va pas, je vais tout casser. Je C'est m'en vais, vrai. j'arrête tout. C'est vrai qu'à chaque fois, je t'ai eu au téléphone au mois de novembre et octobre, c'est vrai. Mais Ouais, je sais du pas, coup, c'est l'hiver, c'est pas la bonne période. qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est juste pour comprendre la mécanique. Qu'est-ce que tu te racontes au moment où tu as l'impression que tu dis, bah, c'est bon, j'arrête tout, j'en ai marre, ça fonctionne pas ou je ne supporte plus. En fait, je pense que c'est des moments où je me respecte pas pendant trop longtemps. Donc en fait, je m'écoute pas, je vais prendre mauvaise décision sur mauvaise décision. Et du coup, je vais arriver face à un gros mur, au lieu d'avoir que des petites choses à affronter, bah là j'arrive face à un énorme truc à affronter parce que bah, je me suis pas écoutée pendant trop longtemps. Et du coup, c'est là où la montagne me paraît trop grosse et où je dis, bah non, c'est bon, j'abandonne. Clairement, Ok. c'est ça. Comment tu te relèves de ça, hormis le fait que tu appelles Alexis ou d'autres personnes? En fait, je me remets énormément en question. Et en fait, quand je fais ça, quand j'appelle Alexis ou quand j'appelle d'autres personnes et que je parle de mes problèmes, c'est des appels à l'aide que je fais. Parce que, en gros, si vraiment j'avais pas envie, j'appellerais personne et puis je dirais c'est bon, on arrête tout et puis voilà. Mais si je vais chercher cette aide et si je vais en parler aux autres, c'est parce que j'ai envie au fond de moi qu'on me sauve. Alors, c'est moi qui vais me sauver toute seule, mais en fait, j'ai juste besoin d'entendre, de me prendre des coups de pied aux fesses, d'entendre que bah, en fait, je suis pas en train de prendre la bonne décision, d'entendre que je ne m'écoute pas, d'entendre que je suis pas alignée. J'ai besoin qu'on me le dise pour le réaliser, reprendre confiance en moi et y retourner.
Mais parce que je pense que c'est dans mon mode de fonctionnement de faire ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, ce serait autre chose. Mais je crois que j'ai besoin à un moment qu'on me prenne et qu'on me dise, allez, c'est bon, ça va aller, maintenant tu vas y aller. Ok. Ouais, c'est cool de l'admettre. Je veux dire, je pense qu'on est beaucoup, hein. Moi compris, hein, des fois j'ai besoin d'appeler un coach pour lui dire, écoute là, j'ai besoin que tu me sors de la tête de l'eau parce que Ouais, j'y vois plus clair en fait. Et des fois il te pose trois quatre questions et il dit, bah alors? Ah ouais, en fait, ça paraît beaucoup plus simple comme ça. ouais, c'est clair. Et il a posé trois questions. Et pour revenir à ça, donc ça t'arrive souvent au mois d'octobre-novembre. Ouais. Et en plus, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je m'en relèverai pas? Non. Ok. Comment tu t'y prends pour être sûr, en tout cas convaincu au fond de toi, que tu vas te relever de ça? J'ai l'impression que j'ai tellement de ressources en moi que je, je sais pas. En fait, je me dis, pour vraiment que j'ai tellement, comment expliquer? En fait, quand il y a un problème, dans ma tête, ça va être solution numéro un, solution numéro 2, solution numéro 3, solution numéro 4. Et en fait, je vais avoir une force d'aller chercher des solutions les unes après les autres et les tester parce que j'ai pas envie d'échouer. Et c'est pour ça que je pense que c'est impossible de que vraiment je me relève jamais parce qu'en fait je serai toujours dans une recherche de solution même si demain imaginons j'en sais rien la boîte coule bah il y aura forcément des points positifs au fait que cette boîte elle est coulée, peut-être que j'aurais eu un énorme apprentissage sur une grosse bêtise que j'aurais faite. Peut-être que bah, au final ça m'aura créé une énorme autre opportunité et que ça devait arriver, je verrais les choses différemment en fait. Parce que comme j'ai déjà eu un gros échec professionnel dans une boîte où je me suis énormément impliquée et au final je vois qu'aujourd'hui bah, je suis beaucoup plus heureuse et épanouie que ce que j'étais dans cette entreprise alors qu'au moment où j'y étais c'était ma vie. Bah, en fait si demain ça devait amener de nouveau à arriver, bah ça serait pareil. Je créerais autre chose, je repartirais sur un autre projet qui me ferait tout autant kiffer, voire plus. Et voilà, ce sera juste la suite de l'histoire, la suite de l'aventure, en passant par les hauts et les bas qui vont avec. Et juste, faut en avoir conscience. Tu sais que quand tu es chef d'entreprise, bah, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des très hauts, tu as des très bas. Et quand tu es dans le très bas, bah, tu fais le dos rond, tu prends les décisions. Les unes après les autres et t'attends que ça passe pour revenir dans le beau temps et dans les périodes plus sympas. C'est vrai. Déjà, merci pour ce partage. Parce que même si toi, en général, tu es toujours très très honnête sur ce que tu partages, très ouverte, et je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes, notamment les personnes qui ont des personnels, qui ont des boîtes, qui ont de la croissance, qui se disent, bah, moi aussi, des fois, je suis dans le rouge et je ne l'admets pas. Et toi, tu es quelqu'un qui lève facilement la main pour demander de l'aide. Mm. Parfois, il te faut un certain temps pour être vraiment dans le dur, pour aller lever la main. Mais en tout Oui. cas, tu la lèves. Hum, j'ai une question pour la suite. Il nous reste quelques minutes, mais aujourd'hui, en 3 ans, tu as eu une très très belle croissance. De ce que je vois, c'est quand même assez cool. Je ne sais pas à peu Oui. près combien de chiffres d'affaires tu as ou si tu peux en parler, mais euh, on va dire que tu es au moins sur à 6 chiffres et que ça grandit au fur et à mesure. Bon, on peut en parler là. L'objectif de l'année, il est à 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Et Et ta première année, tu étais à combien? la première année, je l'ai fait sur un an et demi et j'étais à 90 000 euros, je crois. Ok. Donc c'est-à-dire que tu as fait x3 en 3 ans, quoi. J'ai fait 90 160 et là, je souhaite clôturer à 300. Ok, d'accord. Très bien. Sachant que toi, tu as un mode de fonctionnement pour que les gens comprennent, ou que pour que tu fasses ton chiffre, il faut que tu vendes pas mal, surtout les débuts du mois, c'est ça? En fait, mes projets, je les encaisse surtout au milieu et à la fin du projet, donc en gros au bout de 6 à 12 mois. Donc ça veut dire que mon chiffre d'affaires, bah, là, ce que je vends en mars, là, ça se termine mes honoraires en décembre. Donc là, mon D'accord, chiffre ok. d'affaires, là, tout ce que je vais vendre en avril, ça va se terminer C'est pour la... sur 2026 déjà. Ok. Donc j'ai de la Euh, visibilité sur le CA.
Mhm. Euh, mais il y a eu quand même des petits aléas liés à l'immobilier et tout ce qui va avec. Mais Bien sûr. et voilà. On voit ton parcours, on voit la société que tu as créée. Je sais que tu as d'autres projets. Est-ce que du coup, tu as plus peur pour les prochains projets ou est-ce que tu as aussi de l'appréhension sur les prochaines sociétés, sur les prochains projets? Comment tu le vis maintenant que tu as 3 ans d'ancienneté dans l'entrepreneuriat, que tu as vécu pas mal de challenges, de la croissance, des craintes, des moments où tu te demandais émotionnellement en tout cas si tu n'allais pas tout arrêter. Euh, Comment tu les vis les prochains projets? Est-ce que c'est plus simple ou est-ce que tu ressens aussi de la peur? Comment ça se passe? Alors, c'est plus simple parce que du coup, il y a plein de bonnes pratiques que tu reprends très très vite. Quand tu crées une boîte, en fait, tu te rends compte que ça, tu l'as déjà, ça, tu l'as déjà fait, ça, tu as déjà le process, donc tu as déjà les contacts. Donc déjà, tu gagnes énormément de temps sur une nouvelle entreprise. Ok. Par contre, les peurs, elles sont toujours là, hein. Parce que bah, quand tu crées une entreprise, tu pars de rien, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de prospects, tu as peur d'échouer, tu as peur de... Bah, d'ailleurs, là, la deuxième entreprise que j'ai, donc je suis associée avec Mélanie sur un réseau d'affaires professionnel qui s'appelle le Réseau Soleil. La première proposition qu'on a fait, on a eu on devait avoir 15 personnes, 15 non. 15 personnes qui nous ont dit non, je ne suis pas. On n'a pas eu Mm. un seul oui. Donc là, bah, retour à la case départ, quoi. Enfin, on bossait sur un projet depuis 4 5 mois. On a réussi à convaincre personne. Donc, c'est pas très encourageant. Et puis après, on se dit, OK, bon, bah, c'est que c'était pas bon. Donc, on recommence. On repart de feuilles blanches et on repart. Et qu'on soit une petite entreprise ou qu'on soit une grosse, on passera toujours dans ces étapes si on a une dynamique de croissance. Après, le monde change, même si tu n'as pas une dynamique de croissance, tu es obligé d'évoluer puisque la vie évolue et le monde évolue et que si tu fais rien, bah, tu meurs. Donc, Mm. il y aura toujours des échecs. À partir du moment où tu avances, tu échoueras et tu gagneras aussi. Est-ce que tu es... Donc, du coup, tu disais que pour créer de nouveaux projets, une nouvelle société, tu as déjà... Finalement, tu te rends compte que tu as déjà un bagage positif pour la suite. Euh, Est-ce que ça minimise tes peurs ou est-ce que la dimension émotionnelle, elle est quand même très présente dans les nouveaux projets? J'ai l'impression que j'arrive mieux à gérer mon émotionnel aujourd'hui, mais en fait, c'est aussi ce qui m'anime. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Parce Ok. que, en C'est un fait, peu un moteur, tu veux dire. ouais, j'ai besoin que ça vienne de mes tripes pour avancer dans l'entrepreneuriat. J'ai besoin d'être animée par ce que je fais. Et du coup, quand on est animé, forcément, on y met de l'émotionnel. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre j'ai suffisamment d'émotionnel pour que ça m'anime, que ça me donne envie de me lever chaque matin, que ça me donne cette énergie, cette pêche pour justement avoir des équipes, convaincre des clients, convaincre du monde. Euh, et en même temps, que ça me mette pas au fond du trou si jamais ça fonctionne pas. Donc c'est la ligne. On joue avec la ligne, avec l'équilibre pour que ça marche. Ok. Et si tu te projettes, quand tu te projettes, ça t'arrive de te dire, qu'est-ce que tu te dis si tu te dis, si tu arrives à te projeter, tu te dis, bah, c'est possible que ça fonctionne pas. Comment tu le vis ça? Ou est-ce que tu te le dis d'ailleurs? Je suis pas sûre de me le dire. Des fois, je me le dis et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je ferai autre chose, mais en plus, un peu en mode pour me rassurer, mais en fait, j'y crois pas. Au fond de moi, je crois pas que ça va pas réussir. Ok. En quoi ça t'aide d'avoir cette vision-là? Euh, Justement, ça m'aide à systématiquement me mettre en mode solution et pas en mode échec. Le fait de me dire je vais réussir, je vais chercher à réussir. Ok. Et je vais pas arrêter un projet alors qu'il est au début. De toute façon, je pense que si on écoute n'importe quel chef d'entreprise, euh, nos vies, c'est des échecs en fait. C'est un nombre d'échecs qui te permet d'arriver à la réussite. Mais tu passes plus de temps à échouer qu'à réussir, hein. Après, c'est juste que tu communiques beaucoup plus sur tes réussites. Tu vois, d'Instagram, on va pas dire aujourd'hui je me suis plantée, aujourd'hui je me suis fait défoncer par un client. Je vais pas du tout être dans le mood de partager ça. Je pourrais, mais j'avoue que j'ai pas envie.
Et la plupart du monde est comme moi. Vous allez sur Instagram, t'as l'impression que les gens, ils ont tous que des réussites. Mais en fait, non, c'est faux. En fait, on a que des échecs et parfois des réussites. Et ce qu'on partage, c'est les réussites qu'on a. Mais d'abord, on est passé par tous les échecs. Pour cette fin de podcast, est-ce que tu pourrais nous dire en chiffres combien d'échecs tu as dû essuyer avant d'avoir la réussite que tu as aujourd'hui? J'en sais rien. C'est trop dur comme question. Je Il y en a dirais, trop? bah oui, mais je pense que j'ai au moins un échec par semaine, minimum. Après, c'est plus ou moins des gros échecs, mais ça reste des échecs en fait. Des trucs où c'est pas cool, quoi. Merci de le dire. Mais Mhm. merci de le dire. Pour toutes les personnes qui sont tout le temps sur Instagram en se disant, ah, t'as vu la réussite, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elodie elle est en train de nous dire, non, c'est une fois par semaine chez elle. Et pourtant, elle est déjà bien organisée, émotionnellement bien structurée, et en termes de business, elle est bien aguerrie. Donc, si vous vous lancez ou si vous avez une société qui se développe, ou qui est déjà bien avancée et que vous dites que c'est pas normal d'avoir des échecs, non, non, mais c'est une fois par semaine chez Elodie. Et moi, j'avouerais que je pense que c'est même deux fois par semaine chez moi. Ouais, mais je pense minimum, hein. Je te dis une Franchement, fois, ouais, c'est beaucoup. Et quand ça s'accumule et que tu en as quatre dans la même journée, tu es au bout de ta vie. Mais bon, après, bah, tu te lèves le lendemain et puis tu refais une autre journée. c'est assez bluffant. Est-ce que tu voudrais nous partager un dernier truc pour les personnes qui écoutent ça ou pour la Elodie du passé, j'en sais rien, un truc qui pourrait aider à tes yeux ou un message que tu aurais faire passer aux entrepreneurs, peut-être qui sont en croissance, qui recrutent ou autres. Ouais, ça va plus concerner du coup les femmes. Mais du coup, j'attends un Ouais, bébé euh, génial. pour début août. Et une de mes craintes dans l'entrepreneuriat, c'était de ne pas réussir à pouvoir gérer une vie de chef d'entreprise et une vie de maman. Et j'avais dans cette vision la volonté de devenir maman, mais en même temps, j'avais pas envie de mettre mon projet entrepreneurial de côté. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit mon entreprise par rapport à cette volonté d'être mère. Et j'ai envie de le partager parce que je pense que ça peut être difficile parfois pour des femmes de se lancer pour cette raison. Alors les hommes, oui, vous allez gérer vos enfants, mais c'est pas vous qui allez avoir un congé maternité, c'est pas vous qui allez être arrêté. Et, et du coup, ça à gérer, bah là, je suis en train de prévoir de partir pendant 4 mois de mon entreprise. Et en fait, je trouve ça dingue euh, que ça soit possible. Je trouve ça dingue d'avoir réussi à monter une entreprise qui me le permette aujourd'hui et de pouvoir, alors je n'y suis pas encore, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis sereine vis-à-vis de ce départ. Et, euh, et du coup, c'est un peu un message je sais pas, de bonnes ondes, pour toutes les entrepreneuses qui ont envie de devenir maman. En fait, c'est possible. C'est possible de gérer les deux. Et peut-être que moi, mon projet, c'était d'être maman, mais peut-être que toi, tu as envie de faire le tour du monde ou tu as envie de n'importe quel autre gros projet qui fait que tu vas devoir quitter ta boîte. En fait, tout est possible à partir du moment où tu construis ton entreprise en fonction de toi et de ta vision. Voilà. Donc, c'est le message que j'avais envie de passer. Ça, c'est une pépite. Merci. Merci d'avoir pris la parole là-dessus. Euh, Merci de le partager. Et merci aussi de nous montrer une autre manière de faire de l'entrepreneuriat, qui n'est pas une manière, moi je dis ça un peu, c'est pas péjoratif pour les personnes qui écouteront, mais business passion, euh, mais d'une manière où tu concilies ce qui est important dans ta vie, tu bâtis quelque chose qui te permet tout. C'est-à-dire que là, on parle quand même d'une société que tu as aujourd'hui, qui fait quasiment, en tout cas en prévision 300 000 cette année, donc tu as doublé. Tu as d'autres projets aussi, mais on ne met pas de côté ses projets personnels. Donc, pour la petite anecdote, Élodie s'est mariée en septembre ou octobre Oui. dernier. Mhm. Donc maintenant, elle attend un bébé. C'est-à-dire, on ne met pas de côté les choses. Bâtissez juste un business qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Vous voulez de la croissance?
créez un business qui a de la croissance. Vous voulez un business et être maman, créez un business qui va vous permettre d'avoir de la croissance et d'être maman. Il n'y a aucune règle dans le business. C'est pour ça que nous, on essaye de les réécrire. C'est Exactement. bâtissez ce que vous avez envie. Et là, vous pourrez créer des vies qui vous ressemblent. Et les chiffres ne s'arrêtent pas parce que vous bâtissez une vie personnelle, hein. Bien Les sûr. chiffres, ils viennent avec les stratégies qui sont mises en place spécialement pour permettre de vivre cette vie personnelle. Et tu sais que j'ai hésité à en parler sur les réseaux sociaux. À un moment où j'ai annoncé ma grossesse, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont penser mes clients? Et après, je me suis dit, en fait, ils veulent pas travailler avec moi parce que je suis enceinte, mais j'ai pas envie de travailler avec eux. Enfin, pardon, mais c'est la vie, en fait. Donc, moi, je vais faire en Ouais, sorte que mon entreprise, elle tourne. Je serai en mesure de les rassurer. Ils auront la qualité attendue. Donc maintenant, faites-moi confiance. ouais. Et puis, les gens, ils viennent pas travailler pour Elodie. Ils viennent Non, travailler pour la société que tu as, pour la exactement. grande vision. Tout à fait. Voilà, c'était un point coaching, mais ok. Écoute, moi, je voudrais te remercier. On arrive sur la fin de ce podcast. J'ai- J'avais vraiment envie de t'avoir au micro parce que je savais que tu faisais partie des personnes qui pouvaient, moi, m'inspirer. Hmm. Et que je sais que mes clients m'inspirent beaucoup et m'aident aussi beaucoup, donc c'est assez cool. Mais j'avais envie de aussi donner la parole à des personnes qui ont aussi des business physiques, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient en ligne, des personnes aussi qui étaient respectueuses de leurs valeurs et qui construisaient quand même quelque chose de dingue. Mariés, bébé, croissance et multi-projets, hein, parce qu'il y a aussi des projets immobiliers, il y a plein de choses. En fait, vous voyez, elle peut tout avoir. Ok, il y a un prix à payer, Mhm. certainement, on a tous un à payer, mais on peut le faire. On peut réécrire nos règles et mettre les choses en place. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, Euh, Alexis. je mettrai tous les liens pour récupérer et retrouver Elodie, donc Instagram, et tous les liens qu'elle me donnera qui pourront vous être utiles. Si vous voulez investir en mode clé en main avec quelqu'un de sérieux, qui a Hmm. des, pas des preuves, mais qui a vraiment des résultats, sinon sa boîte ne serait pas en croissance, vous pouvez la contacter. Elle me donnera les liens qui seront nécessaires pour la contacter. Euh, Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir, mais des fois, on ne sait pas comment faire. Donc, je pense que ça peut être utile. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Alexis. Avec plaisir, du coup, pour accueillir les personnes de ta communauté. Plaisir. Ciao. Ciao.